Bonjour Kevin, Hello Aline. comment tu vas ce matin? Je vais super bien. Et toi? Ouais, trop contente, vraiment hyper chouette de pouvoir échanger avec toi. Je trouve que les podcasts que j'enregistre pour le moment sont hyper riches, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en apprendre plus sur toi et pouvoir échanger aussi par rapport à tout ça. Donc merci déjà Avec plaisir, moi aussi, j'ai hâte. d'avoir accepté. Trop bien. Du coup, pour les personnes qui te connaissent pas, je propose que tu démarres par te présenter de la manière qui te semble plus juste. Yes, c'est toujours délicat et difficile de se présenter, mais je dirais que je suis un homme qui est passé de l'ombre, je dirais, à la lumière, au doute, à la confiance. Un homme qui aime se dépasser et exploiter tout son potentiel physique, mental, émotionnel, spirituel. Et un homme qui adore les tactiques, les stratégies business. Et un homme qui aide aujourd'hui les coachs, consultants, thérapeutes, infopreneurs à enfin vivre de leur passion et créer un business magnétique, aligné et prospère. Voilà, je pense que c'est une description globale. Chouette, trop chouette. D'ailleurs, pour info, je mettrai tes infos en commentaire, comme ça, si les personnes veulent te retrouver, elles pourront te retrouver sur Insta et à ton podcast aussi, si tu veux, je mettrai le lien, quoi. Yes, avec plaisir. Trop bien. Euh, du coup, ouais, le podcast est autour de la performance, et donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est justement d'où te vient, toi, ce mindset de performeur, cette envie de te dépasser, de réaliser tes ambitions les plus folles. À quel moment ça a commencé pour toi? Ça a vraiment commencé dès l'adolescence très rapidement. Euh, j'ai eu un passage difficile au collège où je me suis fait vraiment chahuter, critiquer, harceler. Tu vois, j'avais un problème de dos, on m'appelait Quasimodo ou des boutons sur la tête et la calculette. Et c'est comme ça que je me voyais. Je me voyais comme ça, et par rapport aux autres, je me disais que j'étais différent. Qu'est-ce que je faisais ici? J'arrivais pas à lever la main en cours, ou j'arrivais pas à juste regarder une fille dans les yeux. Et je pense qu'à ce moment-là, je me sentais inférieur vraiment aux autres. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que il fallait que je trouve un moyen de me mettre au même niveau. Et ce truc-là, je l'ai trouvé dans la performance, notamment dans le sport, dans le foot. Et puis aussi un peu à l'école où j'avais des facilités. Et là, ça me permettait de briller un peu plus euh, aux yeux des autres, quoi. Ok. Et tu jouais au foot avant qu'il y ait cette transition, ou elle arrive en parallèle un peu Donc j'ai toujours joué au foot depuis genre que j'ai 5 ans. C'est vrai que j'étais bon, mais c'est vrai que où ça a basculé, ouais, c'est vraiment à 13-14 ans, où en fait un club est venu me voir pour vraiment jouer au plus haut niveau en étant jeune. C'est à ce moment-là que on a commencé à m'identifier comme Kevin, le gardien, le footballeur. Ok, d'accord. Et toi, à ce moment-là, justement, qu'est-ce qui shift dans les mois, les années qui suivent au niveau justement de ce mindset et de la manière dont, si on fait un avant-après, peut-être, ça pourrait être intéressant de voir. En fait, ça me permettait d'avoir un échappatoire à la vie sociale. Parce qu'en fait, en cours où j'avais très peu d'amis, j'arrivais vraiment pas à tisser des liens. Par contre, au foot, en fait, grâce à mon niveau, bah, c'était plus facile de connecter. Et après, bah, en fait, j'en ai fait une obsession où je me dis, bah, ok, Kevin, il faut que tu deviennes bon, faut qu'à l'entraînement, tu progresses. Et je pensais vraiment à ça, comment progresser, comment je peux devenir meilleur. Et j'ai commencé voilà, à augmenter mon niveau jusqu'à bah, jouer au plus haut niveau. Euh, et Ok. voilà, avoir des clubs qui commencent à venir vers moi, l'Olympique Lyonnais, la Saint-Étienne, Scan, enfin bref, plein de clubs. Donc là, tu commences un peu à te dire, bah, grâce au foot, bah, je peux avoir un petit peu cette confiance. Et je pense que le foot m'a vraiment sauvé parce que tout le reste de ma vie, je me sentais vraiment pas à ma place. Et donc ça vient vraiment du foot et justement ce truc où tu te dis je suis doué et puis comment les clubs au fil du temps commencent aussi à t'approcher et toi tu vois aussi ton niveau qui augmente et donc tu te mets à fond là-dedans, tu vois, dans l'idée de t'améliorer, de devenir, enfin je sais pas si tu l'as pas dit, devenir meilleur, ce qu'il a dire en tout cas toi être meilleur quoi. C'est une bonne question. Est-ce que je voulais devenir le meilleur ou devenir meilleur? Je pense que je voulais devenir le meilleur. Et la question qui me vient là, c'est justement quel impact ça a sur ta confiance en toi, de voir justement au foot comment t'évolues, que des clubs de plus en plus connus aussi viennent vers toi. Ça a rien changé dans ma vie sociale ou ma vie sentimentale. Enfin, ça a rien changé. En fait, c'est comme si c'était vraiment je sais pas, j'avais deux vies. Le Kevin au foot et le Kevin dans l'autre vie. Et donc, dans le foot, ça allait, même si en fait, avec le recul, je sais que je manquais quand même de confiance dans le foot parce que quand tu as un poste de gardien, tu dois quand même être un leader finalement. Et j'avais du mal à prendre ce rôle-là. J'étais vraiment dans mon truc, je parlais pas, j'étais très bon. Mais par contre, le moment où on m'a dit, bah, Kevin, il faut que tu prennes un peu plus cette place de leader, là j'avais plus de mal. Donc tu le sentais un peu en fond. En fond, clairement. Mais en fait, à 14-15 ans, ça allait encore parce qu'on me demandait pas trop ce rôle-là.
Par contre, plus les années passaient, plus il fallait absolument que je prenne ce rôle et plus c'était un peu difficile parce que c'était un peu contre nature. C'était intéressant ça, parce que tu vois là, quand tu me racontes l'histoire, je me dis mais en fait Kevin, il a dû trop prendre la confiance parce qu'il voit qu'il avance, il voit et en fait tu vois, moi ça me ramène à mes années au volley où c'était un peu la même histoire dans le sens où chaque année on montait de division avec soit avec mes coéquipières, soit moi je montais de niveau et pourtant sur le terrain j'étais toujours en train de me demander ce que je faisais là quoi. Tu vois, j'étais tout le temps en train au fond de douter de moi et on avait beau gagner, tu vois, plein de matchs et monter et tout ça, c'était quelque part jamais suffisant. Clairement, ce truc-là de jamais suffisant, c'est clair, j'ai toujours eu ça. Même si je faisais un match exceptionnel, j'avais toujours, ouais, mais regarde, t'as raté ça. Vraiment ce côté perfectionniste où si je fais 99% de choses bien, je vais retenir qu'une seule chose, c'est la chose qui n'allait pas. Donc d'un côté, ça me permettait d'améliorer, mais de l'autre, en fait, je pouvais jamais gagner profondément confiance en moi parce qu'à chaque fois, je me taclais moi-même. Et je trouve ça hyper intéressant de le partager ici parce que j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui le partagent. Or, je suis persuadée que c'est le cas d'énormément de personnes qui réussissent, que ce soit dans le sport, que ce soit dans leur vie pro. Et c'est vrai que c'est ce truc, en fait, où tant que enfin, je trouve, moi, avec du recul, tant que tu travailles pas dans le fond, c'est jamais suffisant, t'es jamais satisfait. Et en fait, les gens sont là en train de te dire, mais tu réussis tout. Et toi, au fond, tu te sens juste comme une grosse merde, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, Et je pense que c'est une véritable clé de la réussite que personne ou peu de gens en parlent. Parce qu'en fait, si tu te satisfais de ce que tu as, tu progresses pas. Donc en fait, un des moyens que je pense qui moi m'a servi à un moment donné, c'est vraiment ça, c'est ok, je me focalise uniquement sur ce qui va pas. Ok, sur ce qui va, ça va. J'ai pas besoin de m'en focaliser. Par contre, sur ce qui va pas, je vais l'améliorer, l'améliorer, l'améliorer. Et c'est, je pense que grâce à ça, ce mindset-là, qui m'a permis ensuite, voilà, au niveau de mes études, au niveau de l'entrepreneuriat, on parlait au niveau de plein de choses qui m'ont aidé. et c'est trop bien que tu le mentionnes parce que c'est vrai que je voulais pas non plus dire en fait c'est hyper nul et ça sert à rien parce qu'au contraire je te rejoins là-dessus, c'est clairement une force, tu as envie de persévérer, t'es déterminé à avancer, à être le meilleur et en tout cas à exceller dans ce que tu fais et c'est vrai que c'est une super force aussi. C'est juste par moments c'est vrai que ça peut, si c'est trop, ça devient aussi contre-productif, ça te met la pression, tu te sens pas bien à l'intérieur, ça peut développer de l'anxiété, etc. C'est les revers. Il y a des Ouais. inconvénients un peu à tout, mais forcément, ouais. Comme je dis, ça t'aide à te performer, mais par contre, à quel prix? Le prix du stress, de l'anxiété, des doutes, quoi. Ouais, ouais. Ok, trop bien. Par rapport au foot, si on va justement vers la fin de ta carrière, t'as quel âge déjà à ce moment-là? Alors, je sais pas si on peut appeler ça une carrière en tout cas, mais en fait, arrivé à 18 ans, je joue au GF38, où là, en fait, j'oscille, je vais pas être numéro un, numéro 2 en fait. On me propose d'être troisième gardien. Et là, je fais médecine, je veux faire médecine. Et donc, je fais une première année où je fais les deux. C'est-à-dire que je m'entraîne une fois ou deux fois par jour, je fais médecine, ce qui est totalement. Donc cette année-là, je fais une mauvaise année au foot et je rate médecine. Et en fait, à la fin de cette année, je me suis vraiment posé, je me suis dit, bah Kevin, qu'est-ce que tu veux? Dans quelle direction tu veux aller? Parce que de toute façon, si tu gardes ces deux choses-là, tu ne pourras pas y arriver. Et j'étais bien conscient que j'allais pas percer en fait dans le football. J'avais pas un niveau assez élevé à ce moment-là. Donc, je me dis, bah, ok, on va arrêter. On va arrêter ce que tu fais depuis. Donc j'avais 18 ans, depuis que j'ai 5 ans, depuis 13 ans, quoi. Et on va se mettre à fond dans la médecine, sachant que c'était un vrai défi pour moi parce que j'ai toujours eu des facilités à l'école, mais je travaillais pas. Donc là, ça me disait, ok, on va essayer de performer dans ce concours de médecine. Pour une idée, pour les personnes qui savent pas, il y a 1800, en tout cas 1800 personnes qui passent le concours et il y a une centaine de places. Ok, ouais, d'accord. Oui, juste pour resituer un petit peu, parce que moi je connais pas bien le monde du foot français. Le GF38, c'est quelle division? Et Ligue c'est 2. le club de Grenoble, c'est ça? Ouais, c'est le club de Grenoble, pardon, et c'est en Ligue 2. Donc Deuxième. c'est comme ouais, du haut niveau et t'as besoin d'être hyper investi finalement pour tenir le rythme et pour... Ouais, mais le problème, c'est que j'ai oscillé, voilà, troisième, quatrième gardien, des fois en réserve. C'était pas. Voilà. Je savais honnêtement que j'allais pas faire une carrière fantastique dans le foot. Et justement, qu'est-ce qui te fait, enfin à la fin de cette année-là, qu'est-ce qui te fait choisir la médecine? Est-ce que c'est ça justement le fait de te dire j'ai le sentiment que je vais pas faire une grosse carrière ici en tout cas? Il y avait ce truc-là, et il y avait aussi un truc au fond de moi où je voulais avoir du sens dans ce que je faisais dans mon travail, et que je voulais aider les autres. Et en fait, j'avais des bonnes notes, j'ai eu le bac avec mention. Bah, en fait, c'est la médecine. Voilà, on va essayer de faire médecine. Pourtant, j'ai jamais voulu être médecin. Euh, mais je voulais juste, voilà, savoir comment aider les autres. Et j'avais aussi peut-être kiné en tête, un peu des deux. Ok.
Et comment tu te sens à la fin de cette saison-là, justement, au moment où tu décides, enfin déjà, ouais, comment tu te sens avant de faire le choix? Donc, tu vois, quand il y a un peu ce constat de, ben, finalement, c'était une année quand même difficile et j'imagine que tu as investi beaucoup d'énergie de côté et au final, il y a un peu, sur papier, en tout cas, rien qui marche. Comment toi, tu te sens à ce moment-là? Je sais pas si t'as un moment qui te vient en tête par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, je me souviens d'un moment où donc on part en bus et moi je suis là, c'est un je sais pas, peut-être les derniers matchs de l'année, et moi je suis là avec mes fiches de révision médecine. Et je vois tout le monde en fait à côté de moi qui écoute la musique et je me dis mais t'es pas au bon endroit, Kevin. T'es pas au bon endroit, on va pas se mentir, ceux qui font du foot, c'est pas des génies. Donc toi t'es là, tu fais le petit génie en médecine et il y a eu un problème. Mais c'est vrai que j'ai cette image-là, vraiment dans ce bus, il y a tout le monde à côté de moi, moi je suis avec mes fiches. En fait, tu peux pas réviser, il y a de la musique, il y a des fiches, mais donc je me sentais pas à ma place finalement dans ce. C'est à ce moment-là, je pense que j'ai eu un déclic où je me sentais plus à ma place au niveau du foot. C'était pas si difficile que ça cette saison, finalement. Parce que plusieurs fois, tiens, si, plusieurs fois en fait avant, j'avais envie d'arrêter le foot parce que j'avais plus envie ou j'avais envie d'autre chose. Tiens, je vais te faire une confession que pas grand monde le savent. En fait, à un moment donné, je jouais beaucoup à la pétanque. J'ai ma licence de pétanque, mais pour de vrai. Je suis même allé au championnat de France de pétanque. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, Kevin, franchement, j'aimais trop. Et en fait, jouer au plus haut niveau au foot, je m'en souviens, je suis allé voir mon coach et il me disait, ok, tu fais quoi l'année prochaine? Je fais, bah, je sais pas, j'ai bien envie d'arrêter le foot pour me mettre à la pétanque. Et là, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Kevin? Allez, arrête tes conneries, va vite faire du foot. Et en fait, plusieurs fois comme ça, je me dis, bah, pourquoi pas le rugby? Moi, j'ai vécu dans un environnement familial que de rugbyman. J'étais le seul footeux. Bah, pourquoi pas le rugby? Et en fait, comme c'était mon identité, comme il y avait que ça, je pouvais pas l'enlever. Encore une fois, hors foot, je pensais que j'étais rien. Et comme c'était mon identité, bah, je pouvais pas. Et j'ai continué encore dans le foot, un peu malgré moi. Ouais, super intéressant. Mais ça me parle aussi, c'était pas tout à fait le même contexte, mais quand je décide d'arrêter le volley, en fait, c'est ma première année à l'université et c'est un peu comme toi. Bon, je m'entraînais pas autant parce que enfin, le volley, je trouve que c'est moins poussé. C'était division de belge, mais c'était pas aussi poussé qu'au foot et on s'entraînait 4 fois, enfin, ouais, 4-5 fois par semaine, quoi. Mais j'avais ce souvenir où je me voyais le soir étudier, tu vois, de travailler pour mes cours. Et en fait, je voyais tous les gens autour de moi qui s'amusaient, tu vois. Et j'étais là, mais pourquoi je me fais chier? Genre, j'ai une vie de merde où je me mets la pression, tu vois, pour être en forme aux entraînements, être en forme au match. Et en fait, j'avais tout le monde qui faisait la fête autour de moi, tu vois. Et j'étais vraiment là, genre, moi, c'est un peu plus ça, tu vois. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a, enfin, pour moi, et c'est ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est peut-être qu'il y a un moment donné où ça n'a plus de sens, plus suffisamment de sens. Franchement, si j'avais pas eu le foot, je sais pas ce que j'aurais fait. Je savais pas qui j'étais, ou j'imaginais même pas ma vie ce que c'était sans le foot. Ça m'a un peu, je pense que ça m'a un peu sauvé à ce moment-là. Tu veux dire dans l'idée justement ouais, de te raccrocher à quelque chose, quoi. Voilà, voilà. Et justement, tu disais que c'était quand même justement toute ton identité, et en même temps, j'ai l'impression quand tu nous le partages que finalement la décision d'arrêter, elle s'est fait assez naturellement. Parce que tu vois, je me dis ça pourrait être aussi une forme de gros drame, en tout cas sur le moment, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas dans ce que tu dis. Non, parce que je pense que je l'ai arrêté pour ensuite quelque chose directement, en fait. J'ai arrêté. La semaine d'après, je me suis remis dans les cours de médecine, en fait. Ok. Et donc à ce moment-là, il fallait que je réussisse médecine, il fallait que je performe dans le concours, quoi. Je pense Hmm. que j'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir et de cogiter. Donc tu te lances comme coach sportif et diététicien en club, c'est ça. Et enfin, quand arrive le moment justement où tu vas à ce séminaire avec Léo dont tu m'as parlé. Yes. Alors, donc du coup, je suis coach sportif, je suis diététicien, mais il faut que je développe mon business au sein de la salle. Et moi, je peux toujours pas aller voir les autres. Je peux toujours pas prospecter. Sauf que, et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, je construisais des stratégies, des stratagèmes pour que les gens soient obligés de passer me voir. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'ai pris une table, je me suis mis à côté de la boîte d'inscription. Donc dès que quelqu'un s'inscrivait, j'avais juste à lever la tête, dire bonjour, finalement, et c'est comme ça que ça s'était fait. Donc à un moment donné, j'ai eu un mentor, bah, Léo, que tu connais, et qui m'a dit, bah, moi je me forme beaucoup en développement personnel. C'est quoi ça? C'est un truc de perché encore, qu'est-ce que tu me racontes? Et puis il me raconte un petit peu ce que c'est. Je fais, bah, ok, tu sais quoi, pourquoi pas? Il me dit, bah, justement, il y a un séminaire de développement personnel, un week-end. Bon, si tu veux, il me fait, ok, bah, c'est 800 euros. Je fais quoi? Pour un week-end? Et à ce moment-là, déjà, je comprends pas. 800 euros, un week-end? Parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand j'ai commencé à être coach sportif, je me rappelle ce premier rendez-vous où Léo m'avait dit, mon mentor à ce moment-là, à combien tu veux te vendre? Je dis, bah, franchement,
10 euros, 10 euros de l'heure, ça serait juste incroyable. Et oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as vu tout le background que tu as, t'as vu tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, comment tu es, tu mérites de te vendre à 50 euros de l'heure, donc je t'interdis de te vendre en dessous. Et donc là aussi, j'ai commencé un peu à avoir le problème de la vente qui commençait à arriver parce que putain, il faut que je me vende à 50 euros de l'heure. Moi, je pense que je vaux 10 balles. Et donc, ça aussi, ça permet aussi d'augmenter un peu ma confiance, d'avoir un peu augmenté mes prix. Et donc, après, il y a eu ce séminaire de développement personnel où c'est un véritable switch. J'ai pris la plus grosse claque de ma vie, je pense. Où je me dis, putain, un exercice m'a libéré d'un poids incroyable. Et à partir de ce moment-là, je me suis fait coacher pendant, je sais pas, 2, 3 ans, bah même plus, bah, je continue à me faire coacher, quoi. Et c'est là le plus gros impact que ça a eu dans ma confiance. Parce que j'ai libéré un petit peu tous ces poids, j'ai vraiment travaillé sur moi. Pareil, la performance aussi a un peu changé. Où, avant, j'étais vraiment dans la souffrance, la souffrance, en tout cas au sport. Et après, j'étais plus dans le plaisir au niveau du sport, tout en performant. Trop bien. Moi, il y a juste un sujet que j'avais quand même juste envie d'aborder rapidement parce que je pense que ça peut intéresser l'audience aussi, c'est plus celle du tarif justement. Et j'ai Ah, envie de te demander quel lien tu fais justement entre les tarifs. Moi, j'aime bien parler d'estime de soi, confiance en soi, peu importe. Enfin, je pense que les deux sont liés de toute les façon, deux. mais quel lien tu fais entre les tarifs justement et ces aspects-là? Forcément, quand tu penses que tu vaux rien, bah, tu vaux rien. Et donc, ton accompagnement vaut rien. Et donc, en fait, il y avait une, il s'était pas corrélé, enfin, il n'y avait pas de corrélation entre moi, ma valeur que je me donnais et le prix à laquelle j'étais. Donc, forcément, c'était toujours difficile de me vendre parce que j'étais comme ça. Et forcément, quand ta confiance, elle commence à monter ou ton estime, en fait, ta valeur commence à monter. L'estime de soi, pour moi, c'est la valeur que tu te donnes. Donc, quand elle monte, bah, en fait, tu peux mieux te vendre. Et tu commences à avoir encore plus de confiance et tu peux augmenter. Plus ta confiance en toi monte, plus ton prix monte finalement. Ouais, je te rejoins là-dessus. Mais justement, tu vois, à ce moment-là, parce qu'en plus, tu nous as dit, enfin, finalement, le travail sur toi plus profond, j'allais dire le vrai, je sais pas s'il est Ouais. vrai ou pas, je C'est pense que vrai, tout, tu peux tout le nous dire, aide tu d'une peux le dire. manière ou d'une autre, mais qu'est-ce qui fait que tu oses passer alors de 10 à 50 euros? Parce que je me dis, à ce moment-là, ça doit quand même être aussi Bah, en fait, assez j'avais cru en challengeant. moi. C'était pas ma confiance en moi en fait. C'était sa confiance qu'il avait en moi. Et moi, c'est vraiment ça en fait. Ma confiance n'a pas bougé, mais en fait, je sais pas, il y a quelqu'un qui croit en toi, qui t'élève. Et je me dis, bah, il a peut-être raison, ce gars-là. Bon, je vais essayer. Et tu vois, je m'en Ok. souviens encore, et c'était il y a des années. Ouais, c'est trop bien. Ah, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que ça a un effet, mine de rien. Enfin, je sais pas si tout le monde le voit, mais quand on est coach, c'est vrai que le fait que nous, on croit au coaché, de manière consciente ou pas, ça a clairement un effet sur, moi, je trouve ce qui se passe en session et puis ce qui se passe même en dehors des sessions, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez puissant. Clairement, et puis tu peux rajouter aussi le syndrome de l'imposteur. J'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de connaissances, alors que factuellement, tous les jours, je regardais des vidéos, je m'étais formé sur le coaching, sur la nutrition, etc. Problème de légitimité, voilà. Enfin, il y a eu tout ça qui s'englobe et du coup qui te pose problème bah, pour la vente. Et c'est ce que je vois aujourd'hui avec les coachs que je peux accompagner. Bah, quand tu manques de confiance, bah, toute la vente, elle est problématique. Alors que bah, pas de vente, pas de business et tu peux pas vivre de ta passion. À quel moment tu sens vraiment une transition dans ta manière d'aborder le sport? Enfin, est-ce qu'il y a un moment fort là qui te vient en tête où tu vois vraiment là avant-après, ou alors un moment qui est déclencheur, tu vois, et où tu te dis ah, là c'est fini? Je pense pas qu'il y a un événement, mais en fait, c'est tout un travail. Je pense que j'avais beaucoup de colère en moi et il fallait à un moment donné bah, la sortir. Et mon meilleur moyen de la sortir, c'était le sport, me dépasser, souffrir. Et en fait, quand tu n'as plus cette colère-là, bah, c'est juste, je vais me dépasser, je vais devenir meilleur. Et voilà, pas la peine d'être dans la souffrance, finalement, Mhm. au niveau du sport. Mais il n'y a pas eu j'ai pas vu de déclic vraiment comme ça, c'est plus petit à petit, quoi. Et c'est quoi la nouvelle association que tu fais entre guillemets? Avant, c'est si je souffre pas quelque part, je réussis pas ou je performe pas suffisamment, et après ça devient quoi? C'est quoi l'objectif dans le sport, et c'est quoi pour toi par exemple une bonne session? Une session, tu vois, réussie pour toi où tu t'es donné? Alors là, à l'heure actuelle, il y a deux choses. Il y a toujours le CrossFit, où vraiment, en fait, quand j'y vais, je dois me dépasser, je dois être sur les genoux, etc. Et j'ai découvert la course à pied. Et pour une des premières fois de ma vie, en fait, j'avais une activité, j'avais pas besoin de me dépasser, où ça me faisait juste du bien, je profitais, ça me faisait un peu comme une méditation finalement, mais tout en faisant du sport. Et j'ai trouvé dans la course à pied alors que je détestais ça. Donc je pense que c'est aussi le changement de sport parce que tu vas au CrossFit, c'est pas pour rigoler quoi. Tu y vas, tu sais que voilà, on y va à fond, on se dépasse.
Et la course à pied, vraiment, j'ai trouvé ça assez fort. Et j'ai fait pas mal de parallèles justement par rapport au business où donc j'ai pris un coach pour améliorer ma course à pied et la première chose qu'il me dit c'est OK, tu veux courir plus vite? Bah cours plus doucement. Moi je fais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, tu vois, où il faut courir vraiment à des seuils assez bas pour ensuite améliorer, tu vois, tout le reste. Et je me suis dit mais attends mais pourquoi au business, je voulais que faire des sprints, que faire des sprints, des sprints, des sprints, alors que là il me dit en fait, tu as juste à courir lentement, longtemps et tu vas aller encore plus vite après. C'est intéressant. Et comment tu transposes ça concrètement au business? Pour toi, ça veut dire quoi, justement, cette métaphore? Alors, je l'ai eu là, il n'y a pas si longtemps, cette transition, en fait, où je me dis, et je pense qu'on y reviendra, mon ancien business a fait ça, là-haut. Et je pense qu'aujourd'hui, le business que je suis en train de construire et de développer, ok, ça peut être comme ça, avoir des phases de stagnation, entre guillemets, mais c'est pas des stagnations, c'est augmenter le seuil de facilité. Parce que l'endurance fondamentale, c'est ça en fait, t'augmentes ton seuil de facilité. Et donc finalement, moi je voyais stagner comme mal, nul, tu vois, je me dis c'est impossible de stagner dans ma tête. Par contre, si je me dis, ok, j'augmente mon seuil de facilité, là c'est pas pareil. Parce que si, je sais pas, pour faire, je sais pas, 10 000 euros par mois dans son business de coaching, entre difficulté elle est à 9 sur 10, et ben si vous faites encore 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, peut-être que vos seuils de facilité va être à 5 sur 10. Et à ce moment-là, vous pourrez en fait développer encore plus votre business parce que vous avez la sûreté de faire ces 10 000 et en plus vous avez confiance en vous et vous pourrez encore plus y aller. Est-ce que c'est du coup dans la... Parce que c'est pas encore tout à fait clair dans ma tête, est-ce que c'est vraiment dans la vitesse d'action, de passage à l'action, ou dans la croissance de la Non, c'est boîte? dans la croissance, hein. Pour moi, il faut voilà, passer rapidement à l'action. Ça, c'est important. Il y a toujours, voilà, bien sûr, une phase d'introspection, de questionnement, de mindset et aussi d'action. Voilà, si tu n'as que de l'action, t'exploses. On en reparlera, je pense. Et si tu n'as que de la réflexion, il se passe rien. Donc, c'est Ouais, toujours un ok. mix des deux. Mais par contre, moi, avant, ce qui se passait, c'est que quand je stagnais, je me disais, c'est pas possible. Je ne veux pas stagner. Et donc, en fait, Hmm. je me forçais à trouver des solutions pour développer, développer, développer. Alors que j'aurais très bien pu faire, OK, si tu as très très bien ce que tu as, tu fais 10 000 euros par mois, c'est génial, profite, augmente ce seuil de facilité. Mais non, il fallait vite que j'y aille, quoi. Ok, ok, d'accord. Moi, je me demandais par rapport au CrossFit, j'ai envie de revenir là-dessus, tu vois, est-ce qu'il y a quand même une évolution au niveau de ta notion de la performance, ou peut-être que c'est dans la manière dont toi tu vis tes sessions de CrossFit, parce que dans cette transition justement où ta vision de la performance évolue, il y a la course à pied qui arrive, est-ce que tu sens un changement au niveau du CrossFit ou pas? Là, c'est toujours souffrir et se donner à fond et... Non, il y a une différence. Je pense qu'en fait, j'avais des seuils. Donc là, on va dire que tu es au seuil zéro. Là, tu es au seuil, je souffre, mais vraiment à mort. Moi, je voulais toujours aller dans cette zone-là. Et en fait, aujourd'hui, je pense pas que je vais dans cette zone-là, je vais peut-être un peu en dessous. Ou en fait, quand je commence vraiment à sentir de la souffrance, mais vraiment fort, je me dis, ok, reste un peu en dessous, quoi. Ça sert à rien de s'exploser, quoi. Mais je reste quand même dans un haut niveau de dépassement, mais qui bascule pas dans la souffrance. Ouais, ça me parle aussi, cette notion-là de... Tu vois, moi, c'était pareil, quoi. Avant, c'était... allez, enfin, donne-toi à fond et tu dois limite mourir à la fin de la session, tu vois, enfin, C'est t'es ça que mort. je cherchais la mort. Et maintenant, je suis plus à l'écoute de mon corps et de me dire... Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est de me donner à 100% par rapport à mon état du jour, tu vois. Ouais, Et de se exactement. dire, ben, s'il y a des jours où je suis moins en forme, ben, je peux faire soit des cours plus soft, soit moi, je me donne un petit peu moins, même si ça reste difficile. Mais j'essaye, en tout cas, de plus me pousser trop. Ce qui, je trouvais, quand même, entraîner une forme d'épuisement, en fait, parce que ça bouffe plus ton énergie que ça t'en apporte. Et donc, enfin, voilà. Chez moi aussi, ça a bougé dans ce sens-là, je voulais dire. Après, du coup, au niveau du business, donc, comment tu passes de ce business de coach et diététicien en salle vers le premier business que tu as eu plus autour du coaching, justement, enfin, ou de l'accompagnement en tout cas. En fait, donc je lance mon business de coach sportif diététicien, et en parallèle, ben, je me fais coacher. Ok, j'apprends des choses sur le mindset, sur le développement personnel, et ça devient vraiment une passion. Et je me dis, mais Kevin, t'es un putain d'imposteur parce que toi, tu dis aux gens, bah, vous allez gagner confiance en vous avec le sport et la nutrition, mais c'est pas du tout le cas. Et donc, j'ai commencé à intégrer le mindset dans le coaching sportif. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Kevin, tu dois le partager. Tu dois le partager à plus de monde que dans une petite salle de sport. Et donc là, j'ai commencé à me dire, Kevin, tu vas tout plaquer et commencer un business en ligne. À ce moment-là,
voilà, je gagnais entre 4 ou 5 000 euros par mois en tant que coach sportif. Voilà, c'est quand même pas mal. 100% des gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as tout ce que tu veux dans cette salle, t'as un bon salaire. Et moi, je dis, mais non, moi, je veux plus en fait. Et je veux mieux, je veux plus de liberté, je veux plus d'expansion. Et donc, j'ai basculé dans mon ancien business qui est d'aider les hommes timides et introvertis à gagner profondément confiance en eux. Donc, c'est en fait des mini-mois que je formais à, voilà, à être beaucoup plus confiant. Et ça a démarré quand alors? Enfin, c'était quelle année J'ai eu mon premier client en ligne en janvier 2023. En janvier 2023, premier client, donc j'avais pris un accompagnement, etc. J'ai vite atteint les 3 000 euros par mois. J'ai très rapidement vécu de ma passion, finalement. Et puis ça a augmenté petit à petit, 3, 6 000, 8 000. En un an, voilà, je suis passé de zéro à 8 000 euros par mois. Et puis en janvier de l'année dernière, bah pareil, j'avais ce fantasme-là, il faut fracasser la barre des 10 000 euros par mois. Bah là, j'ai pris un coach business et je l'ai pris parce que je voulais juste. Mon année 2024, j'avais dit que c'était de propulsion. J'aime bien donner des mots pour une seule année. Et donc, c'était propulsion. Et en fait, je suis passé de 8 000 euros par mois en janvier à 40 000 euros par mois en juillet, avec une équipe de 6 personnes, où bah, au lieu d'impacter 5-6 personnes par mois, bah, on était une cinquantaine dans l'accompagnement. Waouh. Ah, c'est pas mal. Comment ça se passe pour toi, justement, enfin, on peut parler de la première année et puis la première année pour toi, comment elle se passe au niveau du business et comment tu te sens Franchement, la première année, franchement, c'était pas mal. C'était sympa. Voilà, j'avais mes. Comment dire? Je dépensais mon budget pub parce que j'ai fait que de la pub. Je dépensais mon budget pub. Je savais que j'allais faire x5, x6 à des montants où je dépensais, je pense, peut-être 1 000 euros en pub. J'en ramenais 6 000, 5-6 000. J'avais un peu des rendez-vous, mais pas trop. Franchement, je m'étais mis beaucoup de pression au début. Franchement, j'ai travaillé comme un forcené vraiment au début pour construire tout un système. Et la première année, franchement, c'est plutôt bien passé. J'étais content de moi. Ouais, pas trop de rendez-vous, mais un petit peu. J'étais pas sous l'eau non plus. C'est plutôt bien passé. Et c'est qu'après, en fait, j'ai voulu augmenter, augmenter. Et là, en fait, c'était l'année 2024. Cette année de propulsion. Ben, c'était une année de stress, d'anxiété, de pression financière, de pression de payer les équipes, de pression de marketing. Euh, Et puis j'avais un coach qui faisait beaucoup passer à l'action par rapport à la peur, notamment la peur des finances. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'on calculait comment dire, mes dépenses du mois, et le premier du mois, il fallait que ça soit enlevé du compte. Donc en fait, à ce niveau-là, moi je dépensais entre 7 et 8 000 euros par mois en marketing. J'avais 4 personnes à payer. Donc en fait, je commençais le mois, 15 000 euros qui devaient partir. Donc en fait, dès le premier jour du mois, bah, en fait, tu es stressé, faut absolument que tu finisses le mois à plus, quoi. Il faut absolument que tu performes. En fait, je performais, je voulais juste performer, juste par peur, en fait. Et mois après mois, je dormais plus, j'étais stressé, j'étais anxieux. Et jusqu'à la fin d'année, où en fait, j'ai organisé un séminaire. Et je m'en souviens, c'était ma vision que j'avais eue il y a 2 ans, où vraiment, bah justement, je voulais faire comme mon premier séminaire que j'avais fait bien avant avec Julien, mon tout premier. Je voulais faire moi. Et donc, je me lance dans cette aventure où il y a une quarantaine, cinquantaine de personnes qui viennent de la France entière, voilà, à Lyon, pour mon séminaire. Je me dis, waouh, c'est juste incroyable, je réalise ça. Ça fait une petite parenthèse enchantée de cette année. Et après ça, le néant. Le néant est arrivé où je pouvais même plus prendre un appel de vente. J'en prenais 6-7 par jour. Et là, j'avais plus rien. Je commençais de plus en plus à juger ma cible. Je me disais, mais en fait, eux, ils sont là. Moi, je suis là. On parle pas le même langage. Je commençais vraiment à ouais, être fatigué. Je prenais plus vraiment soin de moi. Ouais, une perte de sens, perte d'énergie, perte d'un peu de tout, quoi. Je vais revenir petit à petit sur les moments, si t'es OK, parce que tu vois, je me dis, tu vois, au moment où tu as cette intention justement de propulser ton business, pour toi, qu'est-ce qui te motive à ce moment-là? Tu vois, c'est quoi ton pourquoi et ouais, pourquoi tu le fais en fait? Pourquoi tu veux le propulser? La raison que je donne, c'est parce que j'ai envie de le faire. La vraie raison, je pense, avec le recul, c'est que j'ai envie de briller aux yeux des autres. J'ai envie de dire, toi, ton business, il fait combien? Ok, bah moi je le fais par mois en fait, par jour. Et je sais pas, c'était ouais, franchement quand je faisais un SMIC par jour, je me disais tu peux dire ça aux autres et tu vas enfin briller aux autres parce que pour moi la réussite c'était avoir de l'argent, avoir un business qui tourne, avoir du chiffre d'affaires et c'est ça qui me motivait. C'était juste de dire de l'avoir fait en fait. Merci de nous partager, Kevin, parce que je pense, franchement, j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui osent aussi partager ça et après, je pense que ça fait partie du chemin et
c'est aussi justement ce qui nous drive, tu vois, ce qui nous donne envie d'avancer. Et avec du recul, justement, pour toi, à quel point c'est juste à ce moment-là? Enfin, je pense que si tu l'as fait, c'était juste pour toi, tu vois, mais qu'est-ce que tu te dis avec du recul par rapport à cette intention que tu as eue à ce moment-là? Alors, honnêtement, je me dis heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait parce qu'en fait, quand tu scales ton business, si tu as des petites failles à 4 000 € par mois, ça devient des énormes failles à 40 000 € par mois. Et je pense que ce que j'ai vécu en un an, les gens peuvent le vivre en peut-être 10 ans d'entrepreneuriat, allez, 5 ou 10 ans. Et non, en fait, maintenant, aujourd'hui, j'ai aucun regret, même encore pire. Heureusement que ça s'est passé comme ça. Parce qu'aujourd'hui, à PAM, j'ai eu plein de compétences. En un an, franchement, j'ai eu énormément de compétences, énormément de prise de conscience. Et là, pour le business que je suis en train de lancer pour aider les coachs à vivre de leur passion, ça va grandement m'aider. Et ça part d'un autre espace, un espace où je sens vraiment que c'est vraiment ma mission, en fait, finalement, d'aider ces personnes-là qui veulent aider les autres à vivre enfin de leur passion et plus le faire dans un espace où tu stresses, est-ce que j'aurai des clients, etc. Non, et tu peux avoir des systèmes marketing, des stratégies marketing, des stratégies de vente et aussi un mindset qui va te permettre de performer et enfin vivre de ta passion. Ça part d'un autre espace. Et je parle même pas de chiffre d'affaires, hein. Franchement, je n'ai pas de vision. Enfin, si, je vais en avoir, bien sûr. C'est pas, je sais que ça va être une conséquence. Alors qu'avant, c'était juste ce que je voulais. Je veux Ouais, uniquement ok. le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires. J'avais un appel de vente, c'était je veux ton argent, je veux ton argent, je veux ton argent. C'est Mhm. marrant parce que je suis passé du coach sportif qui bégayait, qui tremblait, qui avait le syndrome de l'imposteur, entre guillemets, à l'inverse total, au requin qui est là juste là pour ton argent et je m'en fous finalement de ce que tu penses. Je suis juste là pour prendre ton argent. Tu vois, et là aujourd'hui, c'est dans un autre espace qui je veux juste faire ce que j'aime, ce que j'adore faire. Ça permettra d'aider les autres et ça permettra d'avoir un bon chiffre d'affaires et de vivre magnifiquement de ma passion. Et on voit que c'est ça qui découle de ça, et alors que là, avant c'était l'inverse, c'était je veux faire du chiffre d'affaires, ça va me permettre de faire ce que j'aime, et là en fait c'est le contraire. Mhm. Ouais, c'est trop chouette. Ouais, c'est hyper intéressant. Oui, il y a une question que je me posais aussi, c'est, tu vois, j'ai l'impression justement, enfin, c'était une raison pour lesquelles j'avais envie d'avoir cette info-là aussi pour, justement, pour pouvoir te poser ces questions. C'est, tu vois, je me demande, j'ai l'impression quand on veut scaler son business et que, en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression pour beaucoup de personnes, il y a cet objectif parfois d'atteindre le million, tu vois, de chiffre d'affaires. J'ai l'impression que ce dont on ne pense pas non plus, c'est en fait qu'on devient un chef d'entreprise et qu'on n'est plus forcément un artisan, un coach ou peu importe, et que du coup, il y a aussi une équipe à gérer. Et je me demandais, toi, à quel point à ce moment-là, tu as conscience du fait que tu vas avoir besoin de manager cette équipe et à quel point tu le veux aussi. Je m'en souviens d'un conseil que mon mentor m'avait dit. Il m'a dit, Kevin, c'est très simple. Aujourd'hui, tu as un mindset de coach. Il faut que tu aies un mindset d'entrepreneur. Donc, j'ai basculé dans le mindset d'entrepreneur. Mais sauf que j'ai oublié ce côté-là. Et moi, en fait, je fais du business, je fais de l'entrepreneuriat pour avoir un impact chez les gens, pour les voir changer. Et donc, en fait, c'est comme si on enlevait une partie de moi. Mais à ce moment-là, je me forçais, en fait. Je lui dis, ouais, c'est normal, c'est ce qu'il m'a dit de faire. Lui, voilà, il fait 10 fois mon business, il sait très bien ce qu'il dit. Donc, je vais le suivre. Et j'ai managé ces personnes, j'ai même pas de mots. En un mois, j'ai recruté 10 personnes, j'en ai viré 7. C'était que du switch tout le temps, j'arrivais vraiment pas. Et même ceux qui sont restés, je suis pas sûr que j'ai pris les bonnes personnes. En tout cas, en fait, j'ai pris la décision de pas prendre des A-players, de prendre des C-players et de les former. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, je veux que des A-players dans ma team parce que je vois aussi l'impact que ça peut avoir d'avoir quelqu'un un A-player, quoi, qui a de l'ambition, qui sait ce qu'il fait, qui peut aussi moi m'aider à me propulser. Mais ce côté management, c'est pas le plus facile. Et aujourd'hui, ce que je conseille vraiment, en fait, c'est pas d'avoir un mindset de coach ni un mindset d'entrepreneur, c'est vraiment avoir les deux. Si t'aimes coacher, t'aimes avoir des résultats avec tes clients, très bien, garde-le. Si t'es que comme ça, tu pourras pas scaler ton business, c'est sûr et certain. Si t'es que entrepreneur, tu vas t'oublier. Donc en fait, garde les deux. Hmm. Garde les deux. Moi, je faisais plus de coaching individuel, par exemple, je faisais que un coaching de groupe par semaine. Donc j'avais un impact un petit peu par semaine. Tout le reste du temps, c'était que de la vente, que du marketing, du management. Peut-être que c'était pas le jeu que je voulais jouer. Et je me comparais à quelqu'un qui voulait pas jouer le jeu du coaching, qui voulait jouer le jeu de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est quand tu as un mentor qui t'explique comment jouer à un jeu, mais que toi, c'est pas le tien. Hmm. Ben, c'est pour ça souvent que je vois beaucoup de coachs qui prennent des accompagnements, et en fait, ils n'ont pas de résultats. Parce que le jeu n'est pas le même. Et moi, je sais pas, c'est de la chance, mais si, c'est de la chance, d'avoir des résultats quand même, parce que je suis quand même assez bête et discipliné finalement. Je me pose pas trop de questions quand on me dit quoi faire. Et donc, voilà, pour scaler en tout cas son business, je pense qu'il faut vraiment
garder ce mindset de coach, garder ce mindset d'entrepreneur et que ça se joue ensemble dans l'équilibre. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu partages parce que justement, enfin moi j'entendais qu'il y avait une grosse vague dans le monde de l'infoprenariat francophone de personnes qui avaient construit une équipe et qui revenaient au soloprenariat parce qu'en fait ils en avaient juste trop marre. Et c'est vrai que je pense que parfois il y a un peu ce fantasme de je veux générer beaucoup d'argent sans penser notamment aux charges que ça, enfin aux charges financières que ça va, enfin amener, mais au-delà de ça, aux charges, enfin à la charge, la responsabilité aussi de gérer une équipe. Et donc il y a toute cette question, je trouve, de à quel point tu veux le faire ou pas et pourquoi en fait, justement, pourquoi tu le fais quoi, et sous quelle forme. Enfin il y a plein de questions, mais je trouve ça intéressant. Comme d'habitude, ça dépend d'où ça part. Tu vois, moi, c'était vraiment, OK, je veux une équipe pour mon chiffre d'affaires. Hum, Là, aujourd'hui, OK, non, je veux une équipe parce que je vais peut-être faire un voyage à plusieurs. Je pense que c'est une belle aventure. Ça part d'un autre espace. hum. Et là, si on revient maintenant, tu m'as dit en 6 mois, j'ai oublié le chiffre d'affaires mensuel, mais il y a un, t'as recruté à ce moment-là 10 personnes, c'est ça? Et Bah, du coup, c'était à chaque fois, je cherchais 3 ou 4 personnes, mais il y en a une qui allait jamais. Donc, ok, j'ai fait que ça pendant un mois et demi. On était trois setters closers et un autre coach. Et un autre demi-coach, on va dire. Donc, c'était 4,5, quoi. ok. Et là, le chiffre d'affaires, il est à combien en juillet? À 40 000 euros par mois. 40 000 euros par mois. Et comment tu te sens, toi, après ces 6 mois où ça a scalé à mort, où t'as recruté ces personnes et il y a eu aussi les switches, où j'imagine qu'il y a eu d'autres challenges en parallèle? Je me sens surpuissant. Ouais. Je peux tout faire. Je vends des trucs en 2 secondes sans regarder la personne à 6 000 euros. Je me sens surpuissant. Je fais un séminaire, je pensais pas que j'allais le faire si tôt. Bon, le livre était en cours aussi. Honnêtement, je me sens là-haut. Je prends un peu les gens de haut. Je commence à me dire, ok, je suis le meilleur. Et elle ressemble à quoi ta vie à ce moment-là? Genre, tu vois, la question que je me pose, c'est à quel point tu travailles? Est-ce que tu as du temps pour le reste? Ma vie, c'était, je me levais et directement je travaillais. Et j'avais 6 ou 7 appels de vente par jour. Sauf que la vente, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas quelque chose que j'adore. Et donc en fait, quand tu fais que de la vente tous les jours, que toi, tu veux que avoir du chiffre d'affaires, en fait, fluctuation émotionnelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je voulais pas partir en week-end. Par exemple, ma femme, elle est partie en voyage, elle est partie toute seule. Parce que je me dis, mais non, mais je vais perdre de l'argent, c'est mort, je peux pas, je suis en pleine croissance, je pouvais pas partir en week-end, je voyais moins en moins ma famille, j'ai moins de temps, pas de temps pour moi. D'une part, je travaillais beaucoup, et d'autre part, en fait, quand je travaillais pas, c'est toujours dans ma tête, en fait. Tout le temps, le stress, l'anxiété, est-ce que je vais y arriver, combien on appelle de vente, c'est quoi les chiffres, beaucoup, beaucoup de pression mentale et de travail, bien sûr. Et quand on arrive alors en novembre et ce fameux séminaire juste après, tu te souviens d'un moment à ce moment-là où tu es vraiment au plus bas, quoi? Je m'en souviens, j'ai un appel de vente, et je me dis, je peux pas le faire. Et je l'ai annulé. Et j'avais jamais fait ça. J'ai dû prendre des centaines et des centaines d'appels de vente. C'est la première fois que j'annule un appel de vente, moi. Plus ça allait, plus en fait, mon équipe me saoulait. Bon, en même temps, en plus, c'est vrai que j'ai pas dit ça, mais j'ai eu un problème avec mon coach qui était dans mon équipe. Je me suis rendu compte qu'il faisait bien le taf le premier mois, mais après, il laissait un peu à l'abandon les coachés. Donc j'avais moins en moins de résultats. J'avais de plus en plus de retours un peu négatifs, alors que je n'avais jamais eu. Et donc en fait, je perdais du sens. Ensuite, les gens commençaient un peu à se plaindre parce qu'en fait, j'avais laissé complètement le livrable à ce coach et je mettais même plus le nez dedans, quasiment. Grosse erreur. Et du coup, ça, plus ça, plus ça. Du coup, je travaille plus avec, enfin, j'ai arrêté avec ce coach, j'ai arrêté avec des closers pour venir à là, ce qu'on fait aujourd'hui à 3 personnes. Oui, t'as continué alors quand même après, hein. Enfin, qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là où tu vois que t'as plus envie de faire un appel de vente? Comment tu réagis? Je me dis, ouais, c'est peut-être le moment de déléguer les appels de vente. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que dès le début, j'ai dit à mon coach business, je veux déléguer les appels de vente. Pas que j'aime pas, en fait, c'est que j'ai envie de me concentrer sur autre chose. Et il m'a dit non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et en fait, j'étais pas maître de mon business. Et c'est aussi un peu partie de ma faute, j'ai pas pris la responsabilité. Mais quand tu fais plus de 6 mois que des trucs que tu aimes moyennement, bah en fait, et ça m'a permis aussi de dire, ok, bah, je vais déléguer le closing. C'est pas très bien passé. Heureusement, le closer que j'avais, en même temps, si c'est pas un e-player, voilà. Donc, mais par contre, j'ai quand même continué à me garder l'entreprise à flot. Je me suis dit, bah, tant que ça me paye un peu moi, ça paye mon coach, ça paye mon commercial, mon closer, ça me va. Jusqu'à ce qu'en fait, je fasse un vrai travail sur moi. Kevin, tu sais quoi, tu vas garder ce truc-là. Par contre, tu vas vraiment travailler sur toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel business tu veux vraiment? Qui tu veux aider vraiment? Mais toi, crée le business que tu voudrais, toi, pas les autres en fait. On s'en fout des autres.
Ce sera juste une conséquence. Parce que si toi, t'aimes ce que t'aimes, t'aimes ce que tu fais, si t'es inspiré, bah, tu vas amener les autres avec toi. Et donc, ça, pendant des mois, ça a duré ça, un travail d'introspection, etc., voir qui c'est que je voulais vraiment aider. Mon énergie, quand est-ce qu'elle monte, quand est-ce qu'elle descend. Et me focaliser sur moi pour la première fois au lieu du chiffre d'affaires ou des autres. Ah, c'est trop chouette. Et c'est quoi qui t'a vraiment aidé dans cette phase, tu dirais Me reconnecter à mes valeurs profondes, me reconnecter qu'est-ce que j'aime vraiment. Et la question qui a le plus changé, c'est ça serait quoi le business égoïste où tu le fais que pour toi, mais vraiment, t'en as rien à foutre des autres. Et comment tu peux être payé pour ce que t'aimes le plus au monde. Je me dis, ok, bon, moi j'adore faire des stratégies, des tactiques et tout, bah, comment je peux être payé pour faire ça toute la journée? Bah, accompagner des business. Ok. J'aime me dépasser physiquement, mentalement. Comment tu pourrais faire? Bah, faire des séminaires où, en fait, je rassemble tout le monde et on le fait ensemble. Ah, ok. J'aime aussi discuter, échanger avec voilà, des entrepreneurs qui sont ambitieux. En fait, travailler avec eux. Et petit à petit, c'est venu ça à faire un business 100% égoïste. Mais finalement, qui n'est pas égoïste parce que le résultat, c'est que en fait, je suis beaucoup plus inspiré et j'ai beaucoup plus de créativité et je me sens beaucoup mieux. Et du coup, je vais donner 1000 fois plus de résultats. C'est hyper inspirant. Et je sais que là, tu es plus ou moins dans la période de transition, hein, c'est juste, ou tu as décidé de vraiment arrêter l'ancien business? Non, non, là, Non? j'ai pris la décision que là, je lance à 100% l'accompagnement pour les coachs. Et comment tu te sens justement par rapport à cette décision Il y a encore un truc qui a pas été fait, c'est l'annoncer à tout le monde. Et je pense que ça va être vraiment le plus dur. Parce qu'une erreur que j'ai faite, c'est de recruter des gens qui étaient un peu proches de moi, entre guillemets. Donc, c'est deux personnes. Aujourd'hui, j'ai un coach et un closer. Deux personnes qui ont quitté leur entreprise de salariés pour venir avec moi. Et c'est ma seule crainte aujourd'hui, bah, de leur annoncer que c'est fini, quoi. Ah, je comprends. Et je pense que, ouais, d'avoir des. Parce que c'était aussi des anciens coachés, donc j'avais quand même un lien avec eux fort. Et ouais, là, ça va être facile. Donc, autant, bon, virer des gens, ça me dérange pas, mais virer des gens avec qui ça fait 1 an que tu travailles, euh, voilà, pas facile. C'est le truc pas facile Ouais, qui va être annoncé cette semaine ou la semaine prochaine. ouais, je comprends. C'est clair que c'est pas évident, je trouve, de... Enfin, ce genre d'annonces, même si je pense qu'au final, elles sont juste pour tout le monde et que d'une manière ou d'une autre, elles nous aident aussi Clairement. à cheminer, mais c'est clair que le faire, Et c'est puis pas c'est évident, pas, quoi. je suis certain que ça va réussir ce que je vais faire, mais quand même, j'ai quand même un truc qui fonctionne, qui pourrait fonctionner. Je sais comment le faire à 40 000, 50 000 euros par mois. Mais en fait, ça m'anime plus. Et c'est bizarre de dire ça parce que c'est mon bébé, c'est le premier business que j'ai réalisé. Pas facile de le laisser, mais c'est le laisser pour encore quelque chose de 1000 fois mieux, en fait. Ça, j'en suis persuadé. Ah, c'est trop chouette. Et toi, à titre personnel, si on fait abstraction des autres, comment tu te sens par rapport à cette nouvelle aventure qui Là, je me démarre? sens incroyablement bien. Franchement, je me lève, je suis trop inspiré, j'ai des idées tout le temps, je suis créatif, comme tu disais, j'ai créé un podcast où je parle, parce que aussi, toutes mes vidéos pendant 2 ans étaient scriptées. Je vous l'annonce, voilà. J'ai fait des milliers de vidéos, elles ont toutes été scriptées. Il n'y en a aucune où je parlais comme ça parce qu'en fait, ce sujet-là ne m'intéressait pas, tout ce qui est timidité, introversion. Et là, à un moment donné, quand je parle du business, quand je parle un peu de profondeur, en fait, je peux sortir un podcast. J'ai fait 10 épisodes en une semaine, j'ai trop d'idées. Pareil, tout l'accompagnement, ça va être un truc de fou. Et je vais faire un accompagnement qui m'inspire, que j'aurais rêvé avoir quand j'étais à mes débuts et que j'aurais rêvé même avoir aujourd'hui. Donc, je vais créer ça et non, je suis super inspiré, je me sens super bien. Trop chouette. Justement, moi, je discute ces derniers temps aussi avec pas mal d'entrepreneurs qui sont un peu dans une phase de creux, tu vois, justement un peu perdus, un peu démotivés, parfois qui ont des doutes. Qu'est-ce que tu leur dirais, justement, aujourd'hui, si tu avais 1 à 3 conseils pour eux, enfin, toi qui l'as vécu aussi ces derniers mois? Ah, je dirais de se reconnecter à qu'est-ce que nous, on aime vraiment faire. Moi, la question qui va le plus changer, c'est, OK, si tu devais être payé pour faire exactement ce que tu aimes, je leur conseillerais de faire ça. Je leur conseillerais aussi d'avoir d'autres objectifs que le business. Et aujourd'hui, c'est ce que je conseille, ce que je conseillerais aux coachs, en fait. Moi, j'aime bien ces 4 archétypes. Le roi, c'est-à-dire le visionnaire, le businessman, le guerrier, ok, qui se dépasse physiquement, mentalement pour devenir meilleur. Le moine, qui est sage, qui travaille sur lui. Et l'amoureux, parce qu'il développe ses relations amoureuses ou sociales. Et je pense quand on est équilibré, ben, ça peut compenser quelques pertes. C'est vrai que enfin, ce que tu me dis, je sais pas si c'est là que tu voulais en venir, mais je trouve que parfois on est trop focus sur le business et que au plus on se focalise, au plus au moins on a de clarté en fait, et au plus on se met la pression,
au moins on va trouver un peu les idées. Et souvent, c'est pas ce qui est le plus important, on le fait aussi pour d'autres choses. Et donc, c'est vrai que je te rejoins là-dessus sur cette idée de se reconnecter Et, à ce qui est vraiment important et de voir plus large et de pouvoir aussi, dans ces périodes-là, voir aussi ce qui est bien et ce qui va bien, quoi. mais c'est une véritable prise de conscience de se dire, bah, en fait, de m'enlever un truc un peu de mon business pour faire autre chose, ça va me permettre d'être plus performant dans mon business. Parce que l'erreur aussi que j'ai fait, bah, l'erreur, c'est pas une erreur, mais 99% de mes pensées, de mon temps, de mon argent, de mon énergie, c'est dans le business. Donc forcément, s'il va un peu moins bien, c'est à 100% de ma vie qui va moins bien. Par contre, si, je sais pas, c'est 70%. On réduit un petit peu et que j'ai 10% de sport, 10% de relations, 10% de mindset. Voilà, c'est pas énorme, mais ça compense le reste. On est plus heureux. On prend du temps pour nous. Et puis, l'autre conseil que je peux leur dire, c'est se remettre au centre. Parce qu'encore une fois, comme tu as dit, on se focalise beaucoup. Ok, le business passe avant moi. Et je suis au service de mon business. Et moi, c'est ce que je veux aussi apprendre aux gens, c'est créer un business au service de leurs rêves, au service d'eux-mêmes. Ouais, je trouve ça hyper beau. Je te rejoins là-dessus. Pour clôturer un petit peu, j'ai envie de te demander, tu dirais que c'était quoi ta vision de la performance? Peut-être à 18, 20 ans. Et c'est quoi aujourd'hui ta vision de la performance? C'est être le meilleur. Je suis dans une salle, je veux être le meilleur. Et c'est aussi simple que ça. Je suis sur un terrain de foot, je veux être le meilleur. Je suis dans une salle de CrossFit, je suis le meilleur. Et si je regarde les autres, je veux pas qu'ils soient le meilleur. Et j'irai jusqu'à la mort pour le battre. Et aujourd'hui, c'est plus, je veux performer dans ce que j'aime et me comparer à moi-même. Je veux me comparer aux autres dans mes valeurs. Donc en fait, c'est pas de la comparaison, c'est plus de l'inspiration. Autant avant, quand je me comparais sur mon chiffre d'affaires, je me sentais écrasé totalement. Et là, en fait, c'est plus, non, je veux être inspiré par certaines personnes. Je veux pas du tout être écrasé. Parce que quand vous vous sentez écrasé, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Ça sent. Trop bien. Et du coup, toi, Kevin, il y a une dernière chose que tu as envie de partager, dont on n'a peut-être pas encore parlé, ou aux personnes qui écouteront l'épisode. Alors, je trouve que performer, c'est génial. Franchement, se dépasser, c'est juste génial dans toutes les sphères de notre vie pour devenir meilleur, un meilleur entrepreneur, un meilleur mari, un meilleur sportif, un meilleur ami. Et, mais il faut juste reconnecter à ce qui est la vraie performance et arrêter de croire qu'il faut absolument souffrir, 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 souffrir pour performer. On peut performer en étant soi-même. Alors, il y aura toujours des petites phases, bien sûr, de stress, etc., mais pas que ça soit plus des trois quarts du temps, quoi. Trop chouette. Bah, merci beaucoup, Kevin. C'était hyper intéressant, en tout cas. Yes, Merci. carrément. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir.